commencer avec les présentations. Donc, le chanceux qui commence, qui brise la glace, est Antoine Faure, qui nous présente une présentation sur la pollution des eaux douces. Attention aux mélanges toxiques. Donc, Antoine est doctorant en écotoxicologie aquatique à l'Institut national de la recherche scientifique. Donc, merci de l'accueillir chaleureusement avec des bons applaudissements. Waouh, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Donc on m'a présenté, je m'appelle Antoine. Je remercie aussi Bistro Brain pour me permettre d'échanger avec vous ce soir. Et donc je vais vous parler, donc, comme on l'a dit, de pollution des eaux douces et de mélanges toxiques. Avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un mot, vous présenter une notion, c'est l'écotoxicologie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas familiers avec ces notions ? Soyez pas timides. Ok, bon, il y en a quelques-uns. Je vais commencer par vous définir ce que c'est, parce qu'en fait, tous les autres présentateurs après moi vont aussi parler d'écotoxicologie, donc ce serait quand même un peu dommage que vous sachiez pas ce que c'est. Donc c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, parce qu'il est un peu long, mais vous en faites pas, asseyez-vous tranquillement, buvez votre petite bière, mangez votre nachos, ça va bien se passer. Donc écotoxicologie, c'est un mot qu'on peut déjà décomposer. Tout d'abord, dedans, on va retrouver toxicologie. Et donc la toxicologie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la science qui va s'intéresser aux substances toxiques et à leurs effets nocifs sur les organismes vivants. Ensuite, on va retrouver écologie. Et l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants, mais également les interactions de ces êtres vivants avec leur milieu. Et en fait, l'ensemble des êtres vivants qu'on retrouve à l'intérieur d'un milieu et de leurs interactions, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Donc l'écologie, c'est la science qui s'intéresse aux écosystèmes. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'écotoxicologie, c'est une discipline qui va vraiment être à la frontière entre ces deux sciences-là. Et on peut dire que c'est la science qui étudie les effets nocifs des polluants sur les écosystèmes. C'est une discipline qui est relativement récente, elle est née dans les années 1970 et elle est partie du constat que nous autres humains, on a un impact considérable sur la nature et qu'en fait nos activités rejettent des polluants dans l'environnement et ont donc un impact potentiellement néfaste sur les organismes qui y vivent. Moi, aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de pesticides. Alors, les pesticides, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler, mais c'est des substances qui vont être chimiques ou biologiques qu'on va utiliser pour se débarrasser d'organismes nuisibles. On les utilise beaucoup en agriculture et en gros là depuis les années 2010 on utilise mondialement plus de 3 millions de tonnes de pesticides par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, c'est 300 fois la masse de la Tour Eiffel. Pour donner un autre exemple, c'est aussi 600 000 éléphants d'Afrique adultes. Et ce qui va découler de ça aussi, enfin plutôt ce qui va influencer aussi ça, cette grande utilisation des pesticides, c'est qu'en fait ce sont des composés qui sont extrêmement variés. En agriculture, on va principalement utiliser 3 types de pesticides. On a les insecticides qu'on va utiliser pour se débarrasser des insectes ravageurs, les herbicides qu'on utilise pour lutter contre les mauvaises herbes, et puis enfin, on a les fongicides qu'on utilise pour se débarrasser des maladies des plantes. Et en fait, le fait d'utiliser tous ces composés en agriculture, ça va amener à la pollution des écosystèmes, notamment des écosystèmes d'eau douce. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est pour vous montrer à quel point c'est très varié, même à l'intérieur de ces catégories, on a différentes sous-catégories de pesticides. Donc là, je vais tenter de vous décrire comment est-ce qu'en utilisant des pesticides en agriculture, on peut être amené à polluer les eaux douces. Donc là, vous pouvez regarder un magnifique schéma de Roger l'agriculteur qui est en train de dépandre des pesticides dans son champ. Alors il épand les pesticides et on va avoir une partie de ces pesticides qui vont être emportés par les vents et aller se déposer dans les rivières. C'est ce qu'on va appeler la dérive. Un petit peu plus compliqué, on va aussi avoir une partie de ces pesticides qui va se volatiliser dans l'atmosphère et être transporté dans l'atmosphère et retomber plus loin dans les rivières sous forme de pluie. Et ces deux voies de transport-là, la dérive et le transport atmosphérique, ce sont des voies de transport qui sont plutôt aériennes. Et à ça, on va opposer des voies de transport plutôt terrestres. Par exemple, après avoir répandu les pesticides dans le champ,
On va en avoir certains qui vont être donc déposés sur les plantations, sur le sol. Et lorsqu'il va y avoir les premières pluies qui arrivent suite à cet épandage, une partie des pesticides vont être emportés dans les rivières par les eaux de ruissellement. On va avoir également des pesticides qui sont déposés sur le sol, qui vont s'infiltrer à travers les sols et aller rejoindre les réseaux d'eau souterraines. Et ces réseaux d'eau sont connectés aux rivières, donc ce qui va induire une contamination de celles-ci. Ensuite, à l'intérieur des rivières, les pesticides vont avoir plusieurs devenirs possibles. Tout d'abord, ils vont pouvoir s'accumuler dans différents compartiments, notamment dans les organismes d'eau douce. Et quand un organisme va accumuler en lui des pesticides ou même n'importe quel autre contaminant, c'est ce qu'on va appeler la bioaccumulation. Il va aussi y avoir une partie de ces pesticides qui peut être dégradée par différents mécanismes que je ne vais pas vous décrire. Et là, on peut se dire, bon, bah, c'est chouette, hein, s'ils sont dégradés, ils sont moins présents, donc peut-être moins toxiques. Et ben, détrompez-vous, parce qu'en fait, parfois, les produits issus de ces dégradations, ils peuvent être encore plus toxiques que les composés de base. Donc c'est vraiment un problème. Au Québec, on suit beaucoup les pesticides. On a notamment des bilans de vente annuels qui nous montrent que malheureusement, comme partout dans le monde, eh bien, on en utilise de plus en plus et les ventes augmentent chaque année. Et on a plusieurs rapports du ministère qui suivent les concentrations de pesticides dans différentes rivières. Notamment là, celui que vous pouvez voir au milieu, portrait et tendance dans les zones de maïs et de soja. C'est un rapport que j'ai beaucoup étudié. Pourquoi ? Parce que l'agriculture de maïs et de soja, c'est vraiment celle qui est la plus prépondérante au Québec. Et c'est une agriculture qui utilise beaucoup de pesticides. Ce rapport-là, il montre que dans les rivières qui sont associées à l'agriculture de maïs et de soja, on peut retrouver jusqu'à une quarantaine de pesticides différents. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans les rivières du Québec et partout dans le monde, on n'a pas un seul pesticide qui se balade, mais on a vraiment un mélange de différents pesticides. Et pourquoi est-ce qu'on étudie ces mélanges ? Eh bien, je vais vous inviter à faire pour ça une petite expérience de pensée. Vous allez imaginer un verre vide pour l'instant avec une boisson à côté, hein, donc allez-y, imaginez, ça ne va pas être très difficile. Et vous allez imaginer que ce verre, c'est un organisme vivant et que votre bouteille, c'est un contaminant. Donc, en gros, quand on utilise la bouteille pour remplir le verre, ça va comme représenter l'organisme qui bioaccumule en lui ou accumule le contaminant. Et donc, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que si l'organisme vivant, c'est un verre, ici, le haut du verre, ça va être le seuil toxique à partir duquel on va voir des effets toxiques. Vous savez, on est un peu malin là, quand on sert un verre d'eau, on essaie de pas déborder, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Si le verre déborde, on va commencer à avoir des effets sur notre organisme. On peut aussi penser que la taille du verre, ça va être la tolérance de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose qui varie entre les organismes. Quand on va avoir un verre plus grand, il va mettre plus de temps à se remplir, donc il va déborder plus lentement. Et inversement, pour un verre plus petit, on pourra le faire déborder plus facilement. Et donc, en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est globalement, schématiquement, ce qui se passe quand on fait une expérience en écotoxicologie. On a un organisme vivant, on a un contaminant, et on cherche à savoir quel est l'effet de ce contaminant sur l'organisme. Et pour ça, on va essayer de définir un seuil à partir duquel on va voir des effets toxiques sur notre organisme. Donc là, dans ce cas-là, imaginons qu'il y a l'expérience qui nous a montré ça. Là, on peut dire qu'on est content. Hein. On voit qu'avec cette dose dans le verre, l'organisme, a priori, il ne va pas avoir d'effet négatif puisque le verre ne déborde pas. On va continuer l'expérience de pensée et on va ajouter à l'intérieur de ce verre, mais toujours en étant rempli comme ça, un autre soda. Ça se remplit et là, je pense qu'une partie d'entre vous voit déjà où je veux en venir. Si on continue de rajouter des contaminants ou des sodas, bah, le verre va finir forcément par déborder. Alors, je sais pas vous, mais déjà, moi, j'ai pas envie de boire ce truc immonde là. Puis en plus, j'aimerais pas vraiment être à la place de l'organisme qui est exposé à tous ces contaminants simultanément. Le problème, c'est que la majorité des connaissances qu'on a à l'heure actuelle en écotoxicologie, elles portent sur ce type d'études là où on a juste un contaminant et un organisme. Mais la réalité environnementale, elle est tout autre. On a des organismes qui sont exposés à beaucoup de contaminants en même temps et on n'est pas vraiment sûr des effets que ça peut avoir. Donc, pour conclure, je vais essayer de finir sur une note un peu plus négative là, parce que c'est pas très joyeux tout ça. Comment est-ce qu'on remédie à ça ?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de l'utilisation des pesticides, on est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on utilisait souvent des insecticides qui avaient un large spectre d'action, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de cibler beaucoup d'organismes et donc d'avoir des effets néfastes sur beaucoup d'organismes. Un exemple bien connu, c'est le DDT. Bon, ces 3 lettres, là, je vous rassure, moi, je ne suis pas sûr à 100% du nom complet aussi, là. Mais en gros, le DDT, il a notamment été étudié par la biologiste Rachel Carson, qui a publié un livre assez connu, Printemps silencieux, Silent Spring en anglais. Et ce qui a été montré dans ce livre, l'exemple connu sur le DDT, c'est qu'en fait, il finissait par s'accumuler dans les coquilles des œufs d'oiseaux prédateurs, ce qui rendait ces coquilles plus fragiles et elles avaient tendance plus facilement à se briser pendant l'incubation. Et donc, à cause de ce pesticide-là, on a eu des déclins de beaucoup de populations d'oiseaux de proie. Mais suite à ce livre qui a été publié dans les années 1960, dans les années 70, là, on a eu un bannissement du DDT dans de nombreux pays. Donc ça, c'est une bonne avancée quand même. Et puis, de nos jours, maintenant, on tend à chercher à produire des pesticides qui sont de plus en plus sélectifs. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir un effet sur la bestiole qu'on cherche à éradiquer sans avoir ou en ayant peu d'effet sur le reste des organismes. Puis aussi, en termes d'avancée, dans la recherche, on est aussi conscient de l'enjeu de l'impact des mélanges de pesticides maintenant, et on a tendance de plus en plus à chercher à faire des études en étudiant vraiment cet effet de mélange sans étudier des contaminants seuls. Et puis, on va également avoir des plans d'action plus à l'échelle gouvernementale. Par exemple, ici au Québec, on a le plan Agriculture durable 2020-2030, qui a notamment comme objectif la réduction de l'usage des pesticides, l'optimisation de la gestion des ressources en eau et puis enfin l'amélioration de la biodiversité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Antoine. C'était super intéressant. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des questions. Vous pouvez aller au micro juste là-bas, à côté de la poutre, si vous avez des questions à poser. Là, on a un bon... on a même fini d'avance, finalement. On aurait plusieurs questions à poser si certains dans la salle en ont. Sinon, moi, j'en aurais une. Est-ce que tu connais une statistique de nous, en tant qu'humains, à quel point on pourrait en consommer? Comme je voyais, tu avais un poisson... qui accumulait, qui faisait la bioaccumulation de pesticides. Est-ce que tu as une donnée là-dessus sur ce qu'on peut consommer en tant qu'humain? Alors, j'ai pas de données exactes. Et puis, en tant qu'humain, ça va forcément dépendre des types de produits qu'on achète là. Mais forcément, si on consomme du bio, là, on va être moins contaminé là, en pesticides. Puis en fait, si on considère le fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, on peut partir du fait qu'on est quand même pas mal contaminé, parce qu'il va y avoir un effet qu'on va appeler la bioamplification. C'est le fait que dans la nature, les petites bestioles, elles vont accumuler en eux un peu de pesticides. Elles vont se faire manger par des plus grosses bestioles qui vont donc être contaminées par plus de pesticides, etc. Et ça va s'amplifier. Et donc nous, forcément, en tant que sommet de la chaîne alimentaire, là, on peut être pas mal contaminé. Super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Soyez pas gênés. Il faut aller au micro juste en arrière. Donc, on a déjà une question. Allez, je vais briser la glace. Je voulais reprendre ton analogie du verre qu'on remplit. Fait que je comprends qu'il y a une question de quantité. Mais est-ce qu'il peut aussi y avoir une synergie? Mettons comme un élément toxique à un endroit plus à un autre. Boum. C'est une question que j'attendais parce que c'est pas un point que j'avais le temps de détailler dans ma présentation. Mais là, en gros, ce que je vous ai montré avec cette expérience du verre d'eau, on pouvait voir que chaque contaminant, on va dire que c'est considéré comme une unité et qu'en fait, en faisant 1 plus 1 plus 1, on arrive à 3. C'est un effet qu'on va appeler purement additif. Donc c'est en faisant une addition de tous les composés. Mais en effet, il peut y avoir des interactions entre les pesticides ou même autres contaminants. Et c'est possible qu'il existe des synergies. La définition de la synergie, c'est qu'en fait, l'effet final d'un mélange de pesticides, il va être supérieur à la somme des effets individuels de chacun de ces pesticides. Un exemple qui a été montré dans certains articles scientifiques, c'est un herbicide qui s'appelle l'atrazine,
qui a le potentiel d'augmenter les effets toxiques d'un autre insecticide qui est le chlorpyrifos. En fait, il va activer une enzyme dans la cellule qui va elle-même convertir le chlorpyrifos sous sa forme qui est le plus toxique. Et donc là, c'est un exemple de synergie. Les organismes qui sont exposés à ces mélanges peuvent voir des effets plus toxiques, plus forts que des effets synergiques. On peut aller avec la prochaine question. Ben, je me suis fait voler la question par nul autre que le conférencier. J'avais une question sur la synergie. Est-ce que... Oui, ben une question à laquelle tu n'es peut-être pas préparé. Est-ce que tu peux donner quelques indications, un résumé de ta thèse de doctorat? Alors, en relation avec le sujet? En fait, ce que je vous ai présenté, c'est le sujet de mon doctorat. Et c'est en fait ça représente finalement mon hypothèse principale dans mon doctorat, c'est que sous forme de mélange, les pesticides peuvent être plus toxiques que sous forme seule. Et j'ai différents chapitres, mais vraiment rentrer dans les détails de chacun, là, ce serait vraiment compliqué. Mais si, par exemple, ce que je fais en ce moment, on a fait une expérience au Parc national d'Oka. Déjà, j'ai fait un suivi de l'eau dans le parc national. Là-bas, il y a un ruisseau qui est déjà connu, qui est suivi par le ministère de l'Environnement, qui est le ruisseau Rousse, qui a déjà été montré comme contaminé par les pesticides. Et moi, je voulais voir si cette contamination aux pesticides, elle se répercutait sur un marais qui était connecté à ce ruisseau. Et spoiler, dans le marais, on retrouve également les mêmes pesticides qu'il y a dans le ruisseau. Et pour voir quels effets ça pouvait avoir sur les organismes de ces milieux. En fait, on a fait une expérience en utilisant des moules d'eau douce qu'on retrouve dans les parages. On a pris de ces moules dans une population qu'il y avait dans le coin et on les a encagés dans différents sites en comparant un site de référence qui est qui n'est pas impacté par l'agriculture, et nos sites, le ruisseau plus le marais qui est pollué. Et en fait, après un mois d'encagement de ces moules, on les a récupérés, on les a disséqués. Et là, actuellement, en fait, je suis en train de regarder à l'intérieur quelles vont être les différences physiologiques qu'ont engendré les moules qui étaient dans nos sites d'études pollués par des mélanges de pesticides. On aurait le temps pour une dernière petite question. Merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question par rapport au Québec avec la situation agricole. Est-ce que la tendance d'utilisation de pesticides est à la baisse ou à la hausse? Puis, l'utilisation, du coup, ça peut découler de l'achat, là, et ce qui était montré dans les rapports de bilan des ventes, là. J'ai plus le chiffre exact, mais vraiment depuis les dernières années, à chaque fois, c'est en augmentation, là. Puis aussi, je me demandais, est-ce qu'il commençait à avoir des études justement sur les impacts sur la santé justement de la population ou des agriculteurs qui sont plus exposés aux pesticides? Il y a sûrement des études là-dessus, là, parce qu'en effet, les agriculteurs, c'est eux qui sont vraiment en première ligne, là. Après, moi, je m'intéresse vraiment plus à ce qui se passe dans l'environnement, donc l'impact sur la santé, on va dire que j'en suis moins conscient, mais c'est sûr qu'il y a des études... tu sais, en fait, quand tu produis un nouveau composé, un nouveau pesticide, tu vas déjà faire des études pour voir à quel point ça peut être nocif, notamment parce que tu as des gens qui vont utiliser ces produits et y être exposés, quoi. Super, merci beaucoup Antoine pour ta présentation. Et merci à vous.